Bonsoir à tous, bienvenue dans 20 minutes au carré. Je suis ravi de vous retrouver. Je crois qu'on est assez nombreux ce soir. Je vois qu'il y a Usul, Matthew, Julius, Elven, Nastiki, je ne sais plus. Je suis désolé si je prononce mal. En tout cas, voilà, je suis super content. Ça fait un bail que je n'avais pas pris le micro. Et quel micro aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de le partager avec Daniel Villamontero. Tu es directeur pédagogique d'Alira, C'est bien l'école ça. blockchain, et également auteur. C'est cette facette-là, je pense, qu'on va explorer aujourd'hui, puisque tu es auteur de Alice au pays des cryptos, qui est dessiné par Nicolas Ballas et édité par les éditions du Faubourg. Je crois même, c'est précis, collection bande dessinée. Tout à Car fait. ce n'est pas un livre, c'est un roman graphique, C'est pourrait-on comme ça, dire. c'est comme ça qu'on dit, oui. 20 €, voilà, je le précise. Le son est très faible, nous précise. Oh, mais attendez, j'ai oublié de préciser. Hélène est évidemment au platine et elle va nous régler ça voilà, comme une professionnelle. Aucun souci là-dessus. Donc, Alice au pays des cryptos, un livre sorti le 6 octobre, si je ne dis pas de bêtises, Tu ne fais pas d'erreur. et pour lequel on a 3 exemplaires à faire gagner aujourd'hui avec une mécanique un peu fun, Mm. j'espère, où Daniel, c'est lui qui a eu l'idée, se propose de les dédicacer en direct pour les vainqueurs du quiz. C'est encore plus vivant, c'est Donc, mieux. 3 questions, 3 livres. Je garde le mien. Daniel nous en a offert un en plus, donc tant mieux. Merci beaucoup. On va peut-être commencer par le point de départ Mm. de ce livre. C'est tout simplement comment toi, tu t'es dit, pourquoi je ne ferais pas un bouquin sur, d'une part, qui reprendrait Ouais. le principe d'Alice au Pays des Merveilles, mais en l'adaptant au monde de la crypto-monnaie. Alors, merci déjà beaucoup, Romain, pour l'invitation. J'ai toujours voulu écrire. Ça, c'est vraiment un truc depuis que je suis assez gosse. J'ai toujours voulu écrire. Et ayant conscience de la difficulté d'écrire un livre entier, pour toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait, je pense que c'est assez évident. En fait, je remplissais les forums, je remplissais les sujets de crypto et d'autres d'ailleurs. Et à un moment donné, j'ai découvert d'autres réseaux comme LinkedIn, où globalement, j'écrivais des longues tirades pour souvent démolir des poncifs ou tout simplement permettre aux gens de voir un peu les choses de manière différente. Et alors, ce n'est pas un grand mythe, c'est pas d'un jour. Je suis allé voir une maison d'édition et j'ai dit j'ai une merveilleuse BD, il faudrait la sortir. L'histoire, c'est pas celle-là, malheureusement. L'histoire, c'est qu'un ancien est venu me contacter en disant au fait, Daniel, il y a une maison d'édition qui s'appelle les éditions du Faubourg qui veulent. Quand tu parles d'un ancien, tu parles Un pas d'une ancien personne d'Alira. très âgée. Hein. J'imagine que c'est plutôt Non, non, c'est non, un ancien c'est un étudiant. alumni. C'est un alumni, tout à fait. C'est un ancien apprenant. C'est un alumni, puisqu'on a un millier d'alumni qui ont été certifiés chez Alira. Et il vient me contacter. Il me dit voilà, il y a une maison d'édition qui est en train de chercher quelqu'un pour faire une bande dessinée, un roman graphique, il m'avait dit sur le moment. Je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Sur les cryptos. Et en l'occurrence, tu vois, j'avais toujours pensé faire un livre. Et je me dis il y a une bande dessinée, un roman graphique, c'est peut-être plus simple. Pourquoi pas. Donc, premier contact avec la maison d'édition, ça se passe merveilleusement bien. Je découvre une maison d'édition qui est très courageuse, qui aime bien aborder les sujets qui fâchent un peu, les sujets un peu en marge, un peu débroussailleuse, tu vois, pas aborder les sujets un peu habituels. Déjà, je suis agréablement surpris de savoir qu'il y a une maison d'édition qui veut poster quelque Ouais, chose. c'est ça, qui s'intéresse Tout à à ce fait, monde-là et qui se dit pas, je vais le défoncer, quoi. c'est ça. Vas-y, je vais vraiment en faire. Et puis, dès que j'en discute avec l'éditrice, enfin la présidente, je vois qu'en fait, il y a une vraie curiosité derrière ça. Ça arrive vraiment, voilà, j'ai envie que les gens comprennent, j'ai envie que les gens, voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quoi, je comprends pas et tout ça. Et je suis super content. Ouais, une approche nuancée. Ouais, une véritable approche nuancée, une véritable approche de vouloir comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas dans pas mal de médias. Donc, du coup, je devine que c'est pas un traquenard et je suis fou de joie. Et je me dis, écoute, c'est génial, on va avancer. Ça, c'était quand? C'était en avril de l'année dernière. Ok. On va poser la question un peu du pourquoi de la temporalité, puisque le point de départ de ton livre, Hmm. c'est le bull run. C'est vraiment les tout débuts du bull run. Alice, personnage principal, on va revenir un petit peu sur le pourquoi du comment elle se met à acheter de la crypto, pourquoi elle tombe là-dedans. Elle se met à acheter de la crypto à un moment où on est plutôt sur une bonne lancée. Elle a un bon coup de bol. Exactement, elle a un Tout bon à coup fait. de bol, on peut le dire. Hmm. Finalement, c'est un bouquin sur l'année 2021-2022. Ça tient, je pense, sur... Ça tient tout le cycle, en fait. Exactement. Il y a la partie bull run, tu as quand même le bear market qui arrive. Donc, globalement, pour situer un peu, ça commence avant le Covid. Parce qu'il y a la période pré-Covid et la période Covid, en fait, qui est une période assez particulière, qui est intéressant aussi d'illustrer dans ce contexte tout particulier. Et ça finit en janvier de cette année. Voilà, pour faire court. Pourquoi ne pas l'avoir situé en 2023 qui, il est vrai, hein, et pas forcément l'apogée
l'apogée du secteur? En fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais revenir sur un petit fait historique qui était très, très particulier, qui était, on a laissé, pour une raison sanitaire, l'occasion aux gens de faire autre chose que du métro boulot dodo. Mmh. C'est-à-dire que tu enfermes les personnes chez elles. Une fois que tu as fini de ranger les bookmarks sur ton navigateur, tu dis, je vais peut-être passer du temps sur YouTube, je vais peut-être passer du temps à regarder des informations, et puis tu t'intéresses à des questions auxquelles habituellement tu ne t'intéresses pas du tout, comme la monnaie, et ces choses comme ça. Et je sais que parmi les gens que je connais, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert Bitcoin et les blockchains pendant cette période-là, Mmh. parce que ils se sont posé des questions qui ne se posent jamais. Et donc, je voulais aussi que, d'une certaine manière, Alice hérite un peu de ce phénomène social un peu unique, qui, il s'avère, tombe pile poil sur un dip, hein, donc une partie où le marché, où en fait la majorité des cryptos sont extrêmement bon marché. Il y a donc l'euphorie du bull run, que l'on connaît un peu si on suit cette émission, et aussi la partie effectivement des différentes corrections de marché, puis effectivement ce bear market. Et en fait, j'avais très envie, dans Alice au pays des cryptos, au-delà de la partie explicative, mais on abordera cette question plus tard, de faire en fait un peu les 4 saisons, tu vois, printemps, automne, été, hiver, et en fait qu'on voit toutes les déclinaisons émotionnelles d'un cycle, et naturellement toutes les remises en question, toutes les certitudes, toutes les convictions qui se construisent et qui se défont comme ça, par l'intermédiaire d'Alice et des gens qui l'accompagnent. En parlant d'Alice, Hélène, si tu es d'accord, je veux bien qu'on envoie la première question du quiz. Vous allez voir où je veux en venir. Alors, Hélène, parfait. Donc, avant de plonger au fond du terrier, comment Alice découvre-t-elle les crypto-monnaies? Réponse A, par son banquier crypto-curieux. Réponse B, grâce à 20 Mint, évidemment. Réponse C, en entendant parler du navigateur Brave. Je laisse le soin. Julius, Nestiti, Nemafiu, ils ont dégainé. Il y a du B, il y a du C. Il y a de l'habitude. Hein. Je laisse peut-être Elven, 20, voilà, ça répond. On est plutôt sur de la bonne réponse. On est d'accord, c'est sur la réponse C. Tout à fait. C'est un sujet qui est très peu traité. Hein. C'est vraiment au détour d'une conversation en quittant la Sorbonne, où elle entend parler de ce navigateur et qui récompense ses utilisateurs avec une crypto-monnaie. L'exemple Brave, il est assez connu, mais en même temps, il est assez peu utilisé pour entrer dans le monde de la crypto-monnaie. Et du coup, je me suis dit, c'est assez intéressant pourquoi ce choix. Alors en fait, je voulais qu'il y ait un... Alors c'est une vraie question délicate. C'est vraiment la première question qu'on a abordée rapidement quand on a construit l'histoire. C'est comment est-elle tombée dans le trou du lapin? Parce que globalement, c'est ça l'idée. Il fallait que d'une certaine manière, en fait, elle s'intéresse à la question, sauf que les chemins sont innombrables dans cette histoire-là. Alors il y avait effectivement le chemin qui, en général, est emprunté par une assez grande majorité des gens, qui est le chemin très naïvement spéculatif. Bien sûr, le placement. Qui disent, on m'a dit que tu peux faire fortune avec ça. Écoute, je vais investir un tout petit peu, ne serait-ce que pour faire de la diversification, ce qui est quelque chose de tout à fait intéressant et sage. Il y avait aussi le côté un peu technique, ce qui est mon côté, c'est-à-dire qu'en fait d'être fasciné en fait par l'objet, par la technicité et une partie sublime en fait technique qu'a Bitcoin, qui en l'occurrence n'est pas forcément évident. On a égaré le micro, il est tombé au fond du terrier. Voilà. Bravo. Donc il y a déjà ce premier point. Et en fait, je voulais essayer un autre chemin. Je ne voulais pas que Alice soit quelqu'un de technique. Je ne voulais pas que Alice soit quelqu'un on va dire, d'avare. Enfin, pas d'avare, mais à la recherche de l'argent. Motivé par l'argent. Et je voulais qu'en fait, ce soit un hasard. En fait, il fallait trouver un hasard. La majorité des gens ne s'intéressent pas aux monnaies directement, il faut dire les choses clairement. La question monétaire est une question assez rarement abordée. Par contre, la question des outils, des usages et des applications, un nouveau navigateur qui te bloque les pubs, c'est intéressant. Créé par le créateur de JavaScript, donc c'est quand même un objet relativement intéressant. Et globalement, tu gagnes de l'argent à passer outre la publicité par un navigateur, et tu peux donner tes jetons, tu vois, des petites récompenses, aux sites et au contenu que tu aimes bien. Je trouvais que l'objet était super intéressant. Bref, c'est un outil que j'aime bien. Et pour la petite anecdote, c'est un peu comme ça aussi que j'ai découvert les cryptos. Ok. Alors, je tiens à préciser quand même que 20 minutes est financé par la publicité. Hélène me fait signe qu'on tient notre vainqueur. Je vous demande une seconde, je raconte ma petite anecdote. Que 20 minutes est financé évidemment par la publicité. Donc, on encourage évidemment à ne pas activer vos adblockers sur la page de 20minutes.fr, mais aussi que
Eh ben, j'en ai parlé ce midi avec notre éditeur. Il m'a dit qu'on avait un compte Brave et qu'on touchait, alors c'est des piécettes, hein, mais, Non, mais c'est déjà ça. voilà, on reçoit des dons via Brave. Hélène, qui est le vainqueur? Je crois que c'est 28, donc qui remporte le premier livre et qui, je crois, en plus, s'est connecté vraiment au dernier moment. Donc bravo, 28. Daniel, si tu veux le dédicacer maintenant ou tu le fais après, On le fait à la fin. on le fait à la fin. Mais en tout cas, bravo 20. Bravo, premier livre. Il ne reste plus que 2. Attention les gars. Et donc, Alice rentre dans la crypto via Brave. On passe très vite à autre chose. Très rapidement, ouais. J'ai utilisé l'exemple dans le quiz du banquier parce qu'il y a quand même… Il y a un peu de ça quand même. Voilà, c'est ça. Hein. Finalement, elle obtient de l'argent à travers un héritage et elle est confrontée… Alors on évoquera la figure du père un peu plus tard, mais il y a aussi, elle est aussi confrontée à un banquier lui-même et finalement, elle a une certaine défiance vis-à-vis du marché traditionnel. En fait, il fallait qu'il y ait plusieurs… En fait, tu n'arrives pas dans cet écosystème par hasard. Il y a des facteurs, alors je vais dire aggravants entre guillemets, mais en fait, il y a des petits indices, il y a des petites choses en fait, qui vont te rendre plus ou moins réceptif à ça. L'avidité, on est là, qu'on a cité tout à l'heure, la curiosité technique. Il y a aussi quelque chose qui est tout simplement une question de moralité. Et en fait, j'avais envie qu'Alice ait un certain héritage familial, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on parle assez rarement. Moi, j'ai un très grand héritage familial. Beaucoup des choses que je pense viennent de mes parents. Et en fait, je voulais que d'une certaine manière, une grand-mère qui a vécu en Espagne pendant l'époque du franquisme ait une certaine forme d'influence dans sa petite fille, notamment à lui inculquer une certaine méfiance légitime du pouvoir, en disant voilà, méfie-toi du pouvoir, on ne sait jamais trop ce qui peut arriver. Nous, on n'a pas vu venir la guerre civile et des choses comme ça. Et que d'une certaine manière, ça soit une adolescente, enfin une jeune adulte, hein, parce que quand elle touche effectivement à Brève et tout ça, elle rentre à l'université, mais qu'elle ait déjà une certaine sensibilité vis-à-vis de ces choses-là et qu'elle ait une certaine méfiance en fait, de tout ce qui est rapport au pouvoir. Et les institutions. Pas forcément toutes les institutions, mais en tout cas les banques, pour être très précis. Et donc, en l'occurrence, quand il y a cet héritage qui lui tombe dans les mains, il y a ce petit côté de se dire est-ce que ma grand-mère aurait voulu ça? Tu vois, il y a le fait de se dire je ne vais pas mettre l'argent de ma grand-mère à la banque parce qu'elle n'aurait pas été fière de moi. Et en découvrant Bitcoin, très rapidement, par pas mal d'aspects qui en général séduisent beaucoup de ses utilisateurs, les aspects d'équité, les aspects de liberté, les aspects de possession réelle, hein, d'une certaine façon, en tout cas les possessions cryptographiques, une certaine forme de vie privée, en tout cas partielle, en fait, elle trouve ça intéressant et se dit voilà, c'est ça que je veux. Elle en parle rapidement à ses parents. Bon, il s'avère que ça se passe assez mal, on peut rentrer dans les détails si tu veux, mais en l'occurrence, ça se passe mal et une forme de passage à l'âge adulte. J'avais envie de symboliser ce passage à l'âge adulte, c'est de dire je fais ce que je veux de mon pognon. C'est ça, une forme d'indépendance dans le choix, puisque c'est de l'argent. Elle hérite, c'est la seule à hériter entre guillemets de cette somme-là. Voilà. Et d'une certaine manière, être adulte, c'est aussi savoir ce qu'on fait de son argent. Okay. Alors, on va le faire assez vite puisque la deuxième question va nous amener à traiter cet aspect-là de ton livre. Donc, Hélène, si tu veux bien, on envoie la deuxième question du quiz. J'espère que Elven se refera la cerise. Je crois qu'il voulait vraiment le gagner. Ma fille aussi. Dans l'ouvrage de Daniel qu'on a ici, comment s'appelle le frère d'Alice? Réponse A, Bernard. Réponse B, Bob. Réponse C, Satoshi. Je vous laisse le soin de répondre. Bernard Madoff, évidemment, hein, réponse A. Usul, A. Alors, on est sur l'alphabet. Matthew nous dit B. Julius, réponse A. Bon, je ne peux que commenter. Hein. Sachez que c'est le trait de Nicolas hein, qu'on voit. C'est une partie du dessin. J'ai volontairement renié le prénom du pauvre petit garçon. En tout cas, je trouvais très drôle sa remarque qui dit mais maman, Alice est en train de m'apprendre la blockchain, en train de m'expliquer la blockchain. C'est pas mal du tout. 20, il encourage tout le monde. Je vois réponse A. Eh ben, alors, sachez que c'est pas ça. C'est la réponse B. Ouais. Alors, elle est un peu vicieuse ta question. Ouais, fais attention un tout petit peu, parce que souvent, Bob, c'est le diminutif de Bernard. Hein, attention. Oh là, je ne l'avais pas voulu. Mais je suis désolé, les gars. Ça ne va pas le faire. En l'occurrence, oui, on a choisi Bob. Alors, il y a une raison. Alors, les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que il y a plusieurs références dans Alice au pays des cryptos, c'est évident. Il y a une référence qui est assez évidente, qui est littéraire, hein, Alice au pays des merveilles, Alice au pays des cryptos, donc c'est un peu évident. Donc, pour recycler sur cette partie, en fait, de tomber dans le terrier du lapin. Qui est pour moi quelque chose d'assez important. Il y a un influenceur que j'aime beaucoup qui a dit qu'on ne revient pas de Bitcoin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a découvert cette technologie-là, c'est très difficile de penser le monde sans le mettre quelque part sur la table. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui pour moi était essentiel, c'est de faire des petits clins d'œil à une discipline
qui est très rarement abordé, mais qui protège un peu nos vies privées et qui est une protection en fait de la démocratie, qui est tout simplement la cryptographie. C'est-à-dire le fait de pouvoir avoir des communications qui sont chiffrées, ne serait-ce que pour pouvoir sécuriser ses échanges bancaires ou tout simplement que pas tout le monde puisse lire tes mails, globalement, est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et en fait, dans cet univers-là, qui n'est pas toujours évident, qu'on ne peut pas palper, tu as beaucoup d'exercices qui disent A va envoyer à B un message, C va essayer de l'intercepter, et ça parle à personne. A, c'est qui, c'est quoi, c'est un ordinateur, c'est une personne et tout ça. Donc, rapidement, beaucoup de pédagogues, notamment au MIT et aux États-Unis, on dit c'est Alice qui envoie un message à Bob et Charlie, le méchant, va essayer d'intercepter. Donc, on incarne, on fait des histoires, c'est un peu aussi ma spécialité en enseignement. Et pour le coup, Alice, avec Alice au Pays des Merveilles, et Alice étant le personnage principal qui va servir d'exemple pour les exercices de cryptographie, d'une certaine manière, tu sens bien que c'est un prénom qui est quand même assez bien adapté en fait à ce genre d'histoire. En plus, Alice, c'est la lettre A, donc c'est au début de l'ordre alphabétique. Quand tu es soumis souvent aux ordres alphabétiques dans les magasins, c'est toujours bien d'être en tête. Donc globalement, oui, effectivement, il y a Alice, il y a Bob, il y a Charlie, il y a aussi David, il y a aussi Enrico. C'est-à-dire qu'en fait, si on remarque bien les personnages au fur et à mesure qu'ils arrivent dans l'ordre alphabétique. Alors, moi, il y a un personnage sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête un moment. C'est pas le petit frère, parce que bon, en l'occurrence, tu disais dans ton exemple que normalement Alice et Bob sont plutôt dans une relation amoureuse. Là c'est son petit frère, donc non, on touche calmos. pas au petit frère. Et il y a un autre personnage qui est important, dont on ne connaît pas le prénom, c'est le père. Tout à l'heure, on disait que Alice avait tourné le dos à un banquier, qui était le banquier familial, un petit peu. Mais il faut dire qu'elle s'inscrit un petit peu en faux et en opposition avec un autre banquier. En l'occurrence, c'est son père qui passe un peu son temps à lui dire de toute façon, ta vie, là, tu vas t'inscrire à la Sorbonne, en gros, tu vas faire de la merde. Et derrière, il lui dit quoi, les cryptos? Et il incarne un petit peu, on va dire, la révulsion que peut susciter la crypto-monnaie. Parce que j'utilisais l'exemple du banquier crypto-curieux, évidemment. J'y crois pas énormément. Là, on est quand même sur de l'hypertrophie. Tu es allé à fond sur le père qui n'a aucune ouverture sur le sujet, aucune curiosité, aucune appétence à s'interroger. Oui, clairement, il n'y a pas de négociation avec lui. Alors ça, c'était une volonté aussi dans la bande dessinée. Déjà, il y a beaucoup de personnages caricaturaux. David, voilà, le pro Web3, voilà, application, machin, Matic, c'est génial. Enrico qui incarne le rôle du Bitcoin maximaliste. Charlie qui est peut-être le plus nuancé de tous les personnages. Et en l'occurrence, qui va se poser des questions, qui va être plutôt la personne qui est un peu curieuse, pas convaincue d'avance, mais qui veut bien réfléchir à la question. Qui te sert souvent de prétexte, c'est l'interlocuteur idéal pour expliquer les mécaniques, comme Bob. Charlie représente la personne avec qui on peut parler. C'est vraiment ça l'idée. Bob, en fait, c'est effectivement, ce que je voulais aussi, c'est que toute l'explication d'Alice, les schémas, les différentes métaphores qu'elle va utiliser puissent être compréhensibles par tout le monde. On a fait tester la bande dessinée à des jeunes personnes de 12-13 ans, ils ont tout compris. On a même des personnes âgées qui ont lu la bande dessinée, qui ont tout compris aussi. C'est-à-dire que globalement, l'objectif était qu'elle soit tout terrain, qu'elle puisse être vraiment consultée par n'importe qui, que des gens un peu passionnés par l'écosystème, d'une certaine façon, ils adorent ça. On en parlera tout à l'heure, pour quelle raison en fait ce genre de contenu nous plaît à nous qui connaissons chacune des références. Mais en l'occurrence, l'objectif était de faire en sorte qu'elle soit lisible par le plus grand nombre. Et donc, il fallait que les personnages soient hauts en couleur, qu'on les retienne assez facilement. Lui c'est le maximaliste, lui c'est le méchant papa, la maman est un tout petit peu nuancée, mais elle s'inquiète un peu pour sa fille quand même. Tu remarques que du coup, on n'a pas le nom de sa mère non plus. On n'a pas le nom de la grand-mère non plus, on ne connaît pas le nom de la grand-mère. Donc tu vois, il y a comme ça des personnages en fait qu'on voit, mais ils ne sont pas nommés. Et on les nomme quand à un moment donné, ils ont une véritable place dans le cheminement d'Alice. Et en fait, la réaction du père, qui est effectivement non négociable, en fait, moque un peu certaines attitudes que l'on voit dans l'écosystème, enfin hors de l'écosystème, mais de la part des journalistes, certains économistes ou de certaines personnes qui sont dans une situation très particulière et qui vont effectivement avoir un nom définitif sans chercher à comprendre et qui, pour nous, en tout cas, surtout quand on travaille dans l'éducation, est quand même assez étrange. Alors on se dit, mais attends, on se pose 2 minutes et on s'explique, on n'est pas obligé de se fâcher en fait. Mais il y a des gens comme ça qui sont... De toute façon, le père, il est un peu le tenant de l'économie traditionnelle, qui va s'inscrire, c'est un peu le mur contre lequel
Sa fille ne peut rien. Et d'ailleurs, elle renonce. Et Ouais, elle renonce, hein. au contraire, c'est peut-être ça qui va la pousser à Alors, embrasser la cause. Alors, c'est ça ce qui est le plus amusant, c'est qu'on a, tu sais, chez Alira, on a plus d'1 millier de certifiés, on discute avec beaucoup de personnes. Et il y en a quelques-uns comme ça, il y a Jacques Favier qui disait ça aussi, qui disait c'est parce que ça dérange beaucoup de personnes que d'une certaine manière on s'y est intéressé. Mm. On s'est dit, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là qui attire autant de haine? Ça doit être intéressant en fait. Tu vois, donc il y a un petit quelque chose comme ça qui est assez amusant, qui est de se dire que d'une certaine manière, s'il n'avait pas été combattu, ou en tout cas critiqué avec autant d'ardeur, ça n'aurait pas attiré une certaine forme de C'est une sorte d'effet stressant. Ouais, c'est ça. Et là, on a abordé un peu le pourquoi tu avais fait ce livre. On est resté un petit peu sur les rives du pour qui. Comprendre que il y a une vraie dimension accessible, il y a une vraie question de ce bouquin doit être compris de tous. Mais ta cible, c'est le grand public, les apprenants d'Alira, tes parents, tes enfants. Enfin, comment tu as... Franchement, tout le monde. Il y a un point qui est... tu sais que quand je fais des posts sur LinkedIn, même sur Twitter de temps en temps, je mets une petite phrase qui disait que je remerciais toutes celles et ceux qui m'envoyaient des messages d'encouragement, mais qui ne likaient pas. Ça, je l'avais remarqué il y a 2 ans. Il y a des gens qui m'envoyaient un petit message en disant « Ah, c'est super génial ». Tu sais, je vois, ils ne likent pas. Mais pourquoi tu ne likes pas? Parce que je ne veux pas que ça se sache. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça, et ça existe encore un tout petit peu, hein. Il y a quelque chose comme ça, en fait, où si on veut être complètement tranquille et très passionné par cet écosystème, pas pour des raisons, on va dire, financières, mais des raisons technologiques ou des raisons philosophiques, il y a des gens qui, malheureusement, prennent le pari de le faire discrètement. C'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas envie de... Ils n'en parlent pas à Noël. Leurs proches ne sont même pas au courant qu'ils sont là-dessus. Et je trouve ça horriblement triste. Tu embrasses une passion que tu veux cacher à tes proches. Y a pas de... Comme s'il y avait quelque chose de honteux. Comme s'il y avait quelque chose de honteux, tout à fait. Et en fait, il y a beaucoup de discussions comme ça que j'ai eues avec des anciens, avec des alumni ou même des gens qui sont en apprentissage, qui disent voilà, ma compagne ou mon compagnon est au courant, mais j'arrive pas à lui expliquer pourquoi je suis passionné. Il comprend pas pourquoi j'ai décidé de faire un virage professionnel vis-à-vis de ça. Je sais pas expliquer ça à mes enfants, à mes collègues de bureau. Mon père, il comprend pas. Donc, tu as quand même un véritable problème qui est que une grosse partie en fait du contenu qui existait déjà, il est pas assez tout terrain, il n'est pas assez facile. Pourquoi je reviens sur le Covid? C'est parce qu'en fait aujourd'hui, on vit dans une société qui est très métro boulot dodo. T'as pas le temps d'avoir un avis éclairé sur tout ce qui se passe. T'as pas le temps d'étudier toutes les questions. Oui, tu peux pas passer une journée à te taper toutes les vidéos YouTube. Voilà. Et pour ça ou pour n'importe quel autre sujet. Et en fait, on est dans une société où tu es obligé d'avoir un avis à la machine à café, quoi. Tel conflit, t'en penses quoi? Tel machin, t'en penses quoi? Les nucléaires pour ou contre? Je dis, mais attends, c'est une question compliquée en fait. Et en fait, on encourage en fait une pensée très manichéenne des choses, alors qu'en fait, il faudrait plutôt avoir de la nuance, de la réflexion. Et en fait, pour le coup, ce qui se passe, c'est qu'on adopte pour beaucoup de sujets, malheureusement, du prêt-à-penser. C'est-à-dire que puisque je n'ai pas le temps de le faire, je vais prendre ce que certains journalistes, ce que certaines personnes, ce que certains contenus me donnent comme réflexion. Ouais, le côté mâché un peu. Voilà, le côté mâché, ce que j'appelle le prêt-à-penser. C'est-à-dire que moi, combien de fois j'ai vu des gens qui me disent « Ah, Bitcoin, machin, c'est criminel. » D'accord, pourquoi? Puis ils ont rien derrière, en fait. Ils ont juste pris l'étiquette, ils ont leur petite fiche de lecture et ils ne sont pas plus loin. Et parce que ce n'est pas une question simple, en fait. Et donc, en l'occurrence, je me suis rendu compte qu'on n'a pas le temps d'étudier les questions. Donc, quand tu rentres le soir, tu as envie de mettre une série Netflix, tu as envie d'ouvrir une bande dessinée ou des choses comme ça, mais tu n'as pas toujours envie d'ouvrir un livre qui va t'expliquer comment fonctionne Bitcoin. Or, beaucoup d'ouvrages sont dans l'explication de pourquoi Bitcoin c'est important, Bitcoin ou la blockchain ou n'importe quelle autre crypto, comment ça fonctionne. C'est déjà une marge d'apprentissage qui n'est pas simple. Or, moi, je voulais quelque chose qui soit, tu arrives le soir, tu es crevé, et une histoire. Ouais. Vraiment, l'histoire, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. Je l'ai lu dans le train en 1 heure, je pense. Ça se fait bien. Et pourquoi une histoire? Alors, au tout début, ce n'était pas forcément évident. J'étais parti même sur un peu un manuel un peu classique où on explique les différentes choses. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte en échangeant avec le dessinateur Nicolas Ballas, que je salue là, qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut. Il faut en fait, je vais donner un exemple très simple. Prenons l'exemple de Netflix, ou n'importe quelle plateforme de contenu, de streaming. Je ne veux pas du tout faire la publicité de qui que ce soit. Quand tu arrives le soir, moi j'ai regardé, il y a eu 3 exemples où on parlait de crypto ces quelques derniers mois. Il y avait dans une émission de pompiers où en fait on parlait des mineurs de Bitcoin et je me suis dit, c'est intéressant, on va parler de mineurs de Bitcoin. Mais en fait, non, c'est des bonhommes qui piquaient l'électricité dans les sous-sols d'un immeuble et qui avaient provoqué un incendie. C'est le beau rôle. Il y avait aussi une fois où on parlait de Bitcoin et tout. Ah bah oui, mais c'est un ransomware. Super génial. Ah oui.
Et le troisième cas, c'était un chef d'entreprise qui parlait effectivement de dire, ah, on va utiliser une crypto pour booster nos ventes, et tout le conseil d'administration et ses collègues de bureau le regardaient, on était devenu fou et tout. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, quelqu'un qui s'intéressait à cette technologie-là, c'était le méchant du film. Et je commençais à me dire, mais il y a un truc qui ne va pas là, en fait. Enfin, moi, les gens, les apprenants, les gens dans l'écosystème qui s'intéressent aux questions, bah, ce n'est pas des méchants des films, en fait. Nous ne sommes pas les méchants du film. Et en fait, je me suis rendu compte que le problème, c'était ça. C'est qu'en fait, d'une certaine manière, on ne s'était pas approprié ce que moi j'appelle la cryptoculture. Ça veut dire que dans les histoires, dans les séries, dans les bandes dessinées, dans les romans, bah, en fait, on ne prend pas place dans ces mondes-là. Et pour moi, il y a un véritable problème là-dessus. Et donc, je voulais créer une histoire. Il y a un exemple qu'on avait cité quand on avait discuté avant l'entretien, qui était, imaginons qu'on est tous passionnés d'aviation. C'est-à-dire qu'on adore piloter des avions, des Cessna, des petits avions de tourisme, voire même certains des avions de chasse et tout ça. Et en fait, on veut communiquer notre passion aux personnes. Ben, on ne va pas leur envoyer des fiches Wikipédia en disant un avion à réaction, ça avance comme ça, la poussée dans les ailes, c'est ça. On ne va pas leur envoyer des traités en leur disant, tu comprends, l'aviation, ça révolutionne le voyage de passagers, ou ça révolutionne l'action de l'aviation sur le champ de bataille. Tu sors Bugdani ou Top Gun. C'est ça. C'est-à-dire que tu fais Top Gun. Et tu vas dire, voilà, c'est une passion dévorante, tu vas risquer ta vie parce que tu adores ça. On peut comprendre à quel point ça doit être grisant de piloter un avion. Donc, on fait comprendre que 400 millions de personnes qui s'intéressent à cet écosystème-là le font parce que c'est un objet intellectuellement très intéressant, passionnant, qui te fait vivre des émotions, qui, au-delà de cela, parle de manière morale à beaucoup de personnes. Il porte une certaine forme de moralité, une certaine forme de réflexion sur ce que devrait être le monde de demain. Et ça, tu ne le fais pas en l'expliquant. Tu dis, en voilà l'histoire de quelqu'un. Il y a des schémas techniques pour expliquer, parce qu'à un moment donné, il y a des parties qui sont un tout petit peu techniques, mais tu peux les zapper. Ça veut dire qu'on a fait le test de lire de la bande dessinée sans voir aucun des schémas. C'est une histoire comme une autre, et on passe juste à côté du fait de comprendre techniquement comment les choses fonctionnent. En dehors, je pense, de l'illustration sur les mécaniques de burn pour équilibrer, globalement, je pense que tous les dessins, tous les schémas sont très accessibles. Il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a que Terra Luna qui était un tout petit peu hasardeuse à expliquer. On a simplifié. Il y a beaucoup de... C'est quelque chose que j'écris dès le début de la bande dessinée, c'est que pour des raisons assez évidentes, on assume certaines simplifications, parce que le but n'est pas non plus de faire de ces gens-là des experts, mais de faire des gens qui tout simplement se disent « Ah, je comprends pourquoi ça passionne des gens ». Tu as déjà eu des experts qui sont venus au contraire en disant « Hop, là vous y êtes allé un peu fort sur la simplification ». Quasiment pas. Et pourtant, je manquais pas d'une brigade de bêta-testeurs extrêmement agressifs. Non, franchement, je l'ai fait lire à beaucoup avant qu'on lance son impression, parce que je me suis dit, c'était ma phobie. Ma phobie, c'était vraiment que les gens de l'écosystème disent, bah non, là, je suis pas d'accord avec toi. Il y a juste deux petites choses qui m'ont été remontées. Il y en a une, c'est j'ai romancé comment Alice imaginait Satoshi, parce qu'elle le voit en rêve. Et Satoshi va balancer quelque chose en disant, voilà, j'ai créé Bitcoin en réponse à la crise de 2008, alors qu'on imagine bien qu'il a travaillé bien avant et que c'était pas prêt dans le four au micro-ondes direct pour la crise. Donc il y a une petite partie romance vis-à-vis de ça, qui est parfaitement assumée, parce que c'est un peu l'histoire. Et globalement, à côté de ça, il y en avait une sur le fait que David, il vit directement les comptes d'Alice sur son wallet, alors que la bonne pratique serait d'envoyer un tout petit peu pour checker et puis après envoyer le reste. Bon, il s'avère que j'avais pas envie non plus de faire de la lourdeur là-dessus. Donc allez, on envoie tout. C'est 100 000 batiques, je crois, à l'époque. Et voilà. On va rentrer un peu plus dans le contenu, puisque là, on dit un peu le pour qui, le pourquoi. On reviendra aussi sur l'utilité, enfin, tu vois, la dimension utile que cette BD peut avoir, puisque tu es quand même directeur pédagogique d'Alira. Donc, j'imagine que tu as parlé un petit peu de ça. Il y a une certaine continuité. Voilà. Mais avant ça, je pense que ce serait bien qu'on s'arrête peut-être sur la question numéro 3, sachant que, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est Matthew qui était le seul à avoir bien répondu à la question 2. Donc, il s'est emparé de cette question 2. Alors, si tu t'interroges, ce n'est pas Laurent sur l'illustration, c'est évidemment l'ancien président américain, Donald Trump, à qui, donc j'ai tapé président cool sur Google et je suis tombé sur une collection de présidents américains avec évidemment une coupe mulet. Et voilà, je me suis dit, il faut que je le fasse. Qui s'est proclamé président le plus cool du monde? Voilà. Réponse A, Nayib Bukele. Réponse B, Xi Jinping. Réponse C, Emmanuel Macron. Je vois que Elven Usul Julius se jette sur la réponse A. Je ne veux pas dormir. Je vais pas Je vais mettre une photo de Xi Jinping avec, tu sais, en Winnie l'ourson. Je sais qu'il a souvent été comparé à Winnie l'ourson et que
C'était plutôt une chose interdite et peu appréciée par l'intéressé. Donc voilà, président de 20 minutes, Laurent Beignet, évidemment. Donc la réponse, je laisse, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, Elven, Usul, Julius, Nestiti, Nesti, je suis désolé si je prononce mal. Bah écoute, Hélène, je pense qu'on va pouvoir tirer au sort entre les 4 répondants et tu me diras ce qu'il en est. J'ai pris le choix avec cette question, évidemment, d'interroger, pas forcément la personnalité de Nayib Bukele, qui est ce qu'elle est. Président très jeune, plutôt qui a un côté très cool avec basket, jean, etc., qui incarne une droite quand même assez forte au Salvador, mais aussi une idée du Bitcoin qui est assez dingue. Dans ta BD, il y a quelque chose que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est au départ, on a l'euphorie, où je me suis dit, ok, on voit que c'est écrit par quelqu'un qui travaille, qui croit à l'idéologie Bitcoin, donc plutôt, tu vois, on a le côté, je porte ce message-là, mais je trouve que justement je ne sais pas, arrivé peut-être à la moitié du livre, on arrive un peu sur un plateau où c'est le Bitcoin, son idéologie, ses pratiques, confrontées à la réalité, avec, on va le voir, le bear market, mais aussi la difficulté quand on impose, entre guillemets, la crypto-monnaie comme monnaie nationale, en l'occurrence Bitcoin au Salvador. Quand tu confrontes à la réalité, on voit qu'aujourd'hui, le taux d'adoption, il est très faible. Il y a énormément d'investisseurs et d'entrepreneurs qui sont installés au Salvador. Donc ça, on peut dire qu'il y a une réussite de ce côté-là. Je crois qu'ils n'ont aucun impôt pendant 14 ans quand ils bossent sur le Bitcoin au Salvador. A contrario, aujourd'hui, la population locale s'est relativement peu emparée de ces questions-là. Et je trouve que tu le traites bien dans la BD. Tu dépeins cette difficulté du pourquoi faire ça. Est-ce qu'il y a il y a un acte politique, on s'en doute bien. Et je trouvais intéressant et je me suis dit que c'était assez délicat de ton côté de traiter cet aspect-là du Bitcoin. Ouais. Le cas du Salvador est peut-être l'un des cas déjà les plus clivants. C'est casse-gueule comme sujet. C'est hyper casse-gueule. Déjà parce que dans la communauté, tu en as certains qui sont très enthousiastes et il y en a d'autres qui disent c'est trahir Bitcoin de penser que c'est une bonne chose de l'imposer, parce qu'on n'est pas idiot. Il y a une philosophie quand même assez de libre concurrence des monnaies quand on étudie en fait la question de... Ah, on a notre gagnant. Ouais. C'est Usul. Usul. Bah bravo. Voilà, bravo Usul. Et en l'occurrence, on a cet aspect-là de se dire, bah non, Bitcoin c'est une monnaie de choix et pas une monnaie de coercition du gouvernement. Sur le sujet sur lequel je suis plutôt relativement d'accord. Le fait de dire que, tu vois, c'est imposer une monnaie, pour moi, c'est comme imposer un système d'exploitation. Il y a des gens qui décident d'avoir un système d'exploitation libre, comme un Unix, mais il y en a des gens qui préfèrent avoir un tiers de confiance avec un grand système d'exploitation qu'on ne citera pas, puisqu'on les connaît tous très bien. Et on se dit, voilà, c'est beaucoup plus pratique à utiliser, c'est garanti derrière, il y a un bon service à AV, et puis on va les peser. La monnaie, d'une certaine manière, à mes yeux, ça peut être comparé à ce genre d'usage. Ce qui par contre est plus marquant, c'est que c'est devenu une devise étrangère. Donc qu'on le veuille ou non, juridiquement, ça veut dire quelque chose. Rien que pour ce perçage dans le blindé, dans le blindage bancaire, dans le blindage réglementaire, c'est devenu une devise étrangère. Qu'on le veuille ou non. Et c'est dans les textes de loi, Adam makes the laws, comme on dit. C'est vous qui avez décidé que ces règles-là sont comme ça. Voilà, il s'avère qu'il y a un président un peu plus taquin qu'un autre qui a décidé de faire un certain pied de nez à l'histoire en faisant ça. Et tu envoies Alice. J'y envoie Alice. Alors, j'envoie Alice parce que je pense que c'est, qu'on soit pour ou contre, c'est historique, qu'on le veuille ou non. C'est une expérience. Pour moi, il y a un côté. J'ai fait de la recherche. J'étais dans un laboratoire de recherche et pour moi, c'est un des cas d'études socio-économico-industrielles les plus intéressantes de notre siècle. Que se passe-t-il d'imposer une monnaie électronique libre, open source, qui est Bitcoin, dans une population qui est extrêmement peu informatisée, qui est extrêmement peu habituée aux usages. Beaucoup de personnes ont des smartphones, qui est une population très particulière parce qu'elle n'a pas de monnaie, elle. Donc, va-t-elle adopter une monnaie qui n'est pas elle? Une population qui, alors c'est marqué un peu dans la BD de manière très discrète, mais qui est assez mitigée aussi sur la relation qu'elle a avec le peuple américain, avec le gouvernement américain. Il y a beaucoup de personnes au Salvador qui ne supportent pas le gouvernement américain, d'autres qui se disent le dollar c'est bien, comme ça on est à l'abri, on est une sorte de colonie des États-Unis, ça se passe bien. Donc il y a quelque chose de très particulier. C'est un pays qui est très haut en couleur,
en idéologie, en réflexion, qui est un pays pour moi qui est passionnant. Donc rien que pour ça, je suis content parce que pour le coup, tout le monde s'est placé dans une carte maintenant. Donc pour moi, ça me fait plaisir. J'ai la chance d'être complètement bilingue, donc j'ai beaucoup discuté avec des journalistes et des professionnels là-bas, sans avoir de barrière de langue. Et j'ai, à juste titre, je pense, été impressionné avec la manière avec laquelle ça a été géré aussi par les médias. Il y a un côté très enthousiaste dans la presse nationale, naturellement, qui ressort dans la BD, où quand tu lis les retranscriptions des journalistes, c'est extrêmement élogieux. On va devenir le centre économique mondial du numérique. Bon, c'est le Salvador, il ne faut pas non plus. Ouais, j'ai regardé justement, je crois, Tu vois, je crois que c'était dans le terme de transit de monnaie étrangère sur le territoire national. Enfin, en gros, il y a 1% qui transitait via Bitcoin. Il faut se méfier un tout petit peu de ça, parce qu'en fait, là, le truc, c'est qu'on prend pour référence en fait le Chivo Wallet et les wallets, on va dire, qui sont audités. Il y a plein de gens qui ont qui peuvent avoir, pas un MetaMask, mais peuvent avoir leur propre wallet, et tu ne sauras pas combien de sont transférés. En tout cas, ce qu'on sait, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on sait les millions qui n'ont plus été engrangés par toutes les agences qui ont l'habitude de faire ça. Et ça, c'est un point qui est très souvent souligné, c'est le fait que en fait, tu as quand même une certaine quantité d'agences de transfert de fonds qui imposent, en fait, alors ils ont des raisons pour le faire, parce que ce n'est pas toujours évident, mais qui imposent un certain taux en fait, de transfert, qui est une forme à mes yeux, une forme de racket des populations relativement pauvres. Exactement, ouais, c'est ça. Parce que là, en l'occurrence, c'est réseau de Lightning pour tous, donc zéro frais et transaction instantanée. Mais même quand bien même tu payes, tu vois, quand on parle du salaire de quelqu'un qui travaille aux États-Unis, qui va envoyer ça à sa famille, tu peux même faire un transfert on-chain, c'est pas à la mort. Tu vas payer $1 de transfert on-chain, on va pas non plus s'ouvrir les veines. Donc, par rapport à ce qu'ils doivent payer, c'est très négligeable. Parce que voilà, gérer un réseau de Lightning, c'est pas toujours à la portée de tout le monde. Donc voilà, ton petit wallet, tu mets l'adresse de tes parents, tu envoies tes bitcoins, c'est beaucoup plus simple. Donc il y a ça. Je pense qu'il faut pour beaucoup de choses du temps. Alors ça, c'est un point qui est souvent mal abordé. On parle d'une monnaie. Il faut des générations pour poser une monnaie. Même par exemple l'euro, il a fallu beaucoup de temps pour que l'euro, avec toute la force étatique de l'État et la force réglementaire, avec les cours à l'école et tous les médias qui disaient que c'était formidable, le temps qu'il a fallu pour qu'il se mette en place. Donc on ne peut pas se dire en 2 ans, Bitcoin, c'est pas un sposo Salvador, c'est donc un échec. Il faut du temps pour faire ces choses-là. Je vois que je suis désolé, le chat, je vois que ça réagit beaucoup, mais c'est vrai que ça fait des beaux pâtés. Alors je suis désolé, je les regarderai un peu plus tard, mais là, je peux pas. C'est conséquent, il y a de la réponse. Mais en tout cas, je suis ravi de voir que tu suscites de la discussion, tu suscites de l'échange. Il y a un autre moment, je pense, qui est très important dans la BD, même si, je vais mettre de côté cette question, parce qu'il y a un point qui est assez important, c'est qu'elle place de l'argent, elle achète du Bitcoin, elle achète du Matic, je crois, elle achète énormément de terrain. À la fin. Et c'est là, elle se retrouve un peu confrontée à une situation compliquée. Et cet événement en soi, tu l'expliques bien, il est symptomatique, tu vois, de l'année 2022. Quoi. Clairement. Autant l'adoption du Bitcoin par le Salvador est historique, autant ça l'est historique aussi. Il y a un point qui est important, c'est que déjà, ça en fait beaucoup. Comme FTX, ça a sonné déjà le début du bull run par beaucoup d'analystes, je pense à juste titre. Et il y a aussi un côté, il y a un côté assez intéressant que moi j'ai beaucoup que j'ai trouvé vraiment croustillant dans cette histoire, c'est qu'on a eu la preuve par A par B, que vraiment une techno dont on a la preuve évidente qu'elle ne fonctionne pas, le mécanisme en l'occurrence de stablecoin algorithmique que mettait en place le duo Terra Luna. Mais en fait, on a eu la preuve que ça ne fonctionnait pas. Il n'y a pas eu de merci. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de sauvage des banques par l'État. Tu vois, ça s'est directement craché, point barre, fini, affaire close, affaire suivante. Et en fait, il y a quelque chose comme ça que je trouve extrêmement intéressant dans cet écosystème-là, c'est que c'est darwinien jusqu'au bout des ongles. Ouais. Il n'y a pas de pitié, en fait. C'est soit ça marche, ou on a un espoir que ça marche, et donc là, du coup, ça devient un peu spéculatif, ça va peut-être marcher, peut-être pas, j'en sais rien. Si ça ne marche pas, c'est 0 point, il n'y a pas de discussion. Et donc ça a été vraiment, vraiment intéressant, parce que d'une certaine façon, c'est un laboratoire technologique sans pitié, avec du skin in the game, puisqu'il y a forcément de l'argent. C'est un laboratoire sociologique extrêmement intéressant. C'est pour moi l'un des aspects les plus fascinants
le fait de comment ça se fait en fait qu'on peut être très attaché à ces NFT. Ouais. Comment peut-on être attaché à un bien immatériel sujet à rareté, parce que c'est ça un NFT. Euh, Comment peut-on d'un coup être réconforté par le fait de posséder soi-même ces cryptos. C'est limite quelque chose d'enfantin, mais moi je peux comprendre ça. Quand j'en parle avec certaines personnes âgées, elles comprennent très bien le fait de posséder son argent. Oui. Il n'y a pas de débat. Moi je sais qu'il y a eu des hommes politiques il n'y a pas longtemps qui ont moqué Ledger, qui est pourtant une petite fierté nationale, en disant voilà, c'est comme mettre l'argent sous le matelas. Je dis mais oui, mais pour Combien plein de de gens, personnes le font? Oui, bien sûr. mais pour plein de gens, ça leur parle en fait d'avoir l'argent chez eux. Enfin, posséder soi-même son argent, c'est Pas pas un crime. déraisonnable. Oui, C'est bien pas sûr. un crime. Et puis c'est quelque chose qu'on a fait pendant des centaines d'années. Alors il y a des dangers, il y a des risques, et tout ce que tu veux, mais on peut pas moquer le fait que les gens veulent posséder ça. Et donc ça, c'est comme ça des aspects qui sont intéressants et qui font que, bah, sociologiquement, c'est intéressant. Et c'est ça que je voulais mettre dans la bande dessinée, c'est qu'on voit les certitudes d'Alice se construire, se défaire, revenir sur certains points, se faire aussi un tout petit peu. Vous savez, il y a le côté dans Alice au Pays des Merveilles où elle va suivre le petit lapin et puis elle va s'émerveiller de tout. Puis elle est un peu candide dans le livre et elle est d'autant plus candide dans la bande dessinée. Et elle va effectivement, comme tel un chaton derrière des papillons ou un papillon derrière la lumière, en fait, s'intéresser un peu de tout et de rien. Ça, on ne peut pas retirer à Alice le fait d'être curieuse. Et globalement, comme ça, évoluer et découvrir au fur et à mesure cet écosystème-là qui reste, à mes yeux, un des plus passionnants qu'on a actuellement. Et de toute façon, elle est façonnée par, évidemment, l'évolution qui est qui se déroule à une vitesse grand V dans le bouquin, mais qui, du coup, aussi dans l'écosystème. Et on la voit elle-même évoluer, puisqu'elle devient, à un moment, une prosélite, en quelque sorte, et une influenceuse. Avec Terra Luna, elle en prend un peu plein le... Elle en prend pour son grade, elle, c'est en le cas prend de pour dire. elle en prend pour son grade. Et en même temps, à la fin, on comprend que on est sur une fin qui est, je ne vais pas dire plus douce amère, mais qui est plus raisonnée, où elle-même, en fait, elle a fait un peu le tour de la question. Et je trouve qu'elle est le véhicule peut-être de ton message, et d'un message qui s'adresse peut-être à des gens du milieu, mais aussi, je pense, quand on avait parlé à des parents, tu vois, des parents de jeunes qui s'intéresseraient au monde des cryptos, c'est sur le côté attention. Enfin, il y a le côté très euphorisant du quand ça marche, il y a aussi le côté dépressif du quand ça marche plus, mais je vous explique ce qui se passe dans les deux cas. Ouais. Et alors, parfaitement, c'est exactement ça. Alors, c'est d'autant plus amusant que tu dis ça. Il y a eu une séance dédicace qu'on a fait à NFT Factory samedi dernier, et on a eu des parents qui sont venus nous voir. C'est-à-dire des parents qui disent voilà, mon fils, il a vu la crypto, machin et tout ça. Il y a des NFT, donc il nous a demandé de venir voir et tout ça. Et en fait, ils ont trouvé l'objet merveilleux parce que d'une certaine manière, ils disent ah bah oui, c'est ça, il a vécu. Ils nous ont feuilleté un peu, ils en ont parlé. Je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a aussi un point que je voulais mettre en avant dans cette bande dessinée, c'est que on apprend énormément sur plein d'aspects, sur tout un cycle. On en apprend énormément sur soi-même. On apprend énormément sur globalement quelle est la somme qu'on est prêt à perdre, quelle est la somme qu'on est prêt à miser, quelle est la somme que l'on veut absolument garder. On apprend énormément sur la nature humaine. C'est quelqu'un qui a vécu un cycle, qu'il a vraiment vécu intensément. On pourra dire qu'il a perdu des plumes. Certains en ont gagné, parce qu'il y en a qui perdent souvent, il y en a qui gagnent, il ne faut pas oublier ça. Mais même s'il en a perdu, cette personne-là, quelle qu'elle soit, c'est considérablement enrichi de connaissances de soi-même et de ça. Et on voit en discutant, vous savez, les gens qui ont déjà vécu plusieurs cycles, plusieurs bull runs, tu sens qu'ils ont une forme de sagesse. Ouais, bien sûr. Tu vois, ils ont une forme de recul, ils ont une forme certaines certitudes ont quand même été forgées à une température que tu ne connais pas. Mais ils ont connu la précipitation, ils ont connu l'engouement où tu te mets à sprinter dès qu'il se passe quoi que ce soit, quoi. Et effectivement, c'est ça, c'est la sagesse de l'ancien, quoi. Ouais, et une sagesse de l'ancien que tu peux avoir en 3-4 ans. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de vivre 40 ans pour l'avoir. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on vit dans une période où il y a des choses très particulières dans le monde qui ont lieu, des choses horribles et des choses merveilleuses aussi. Hein. Et en fait, on ne vit pas actuellement, enfin, pour beaucoup de personnes, je trouve qu'elles ont une vie un peu ennuyeuse. Et en fait, traverser dans ce cycle-là te fait comprendre beaucoup de choses. Il y a vraiment le côté Alice au Pays des Merveilles. Il y a vraiment le côté on découvre beaucoup de choses. Et ce que je voulais aussi, par l'intermédiaire de cette bande dessinée, on l'a dit tout à l'heure, mais je me permets de remettre une couche de peinture, c'est complètement dédiaboliser l'objet.
ce sont des gens ordinaires. Alice, il n'y a pas plus ordinaire qu'elle au final quand tu regardes. Elle n'a pas de gros défauts, elle n'a pas de grandes qualités. C'est la cousine, c'est la sœur, c'est la fille de quasiment tout le monde, si on regarde un petit peu. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui fait que globalement, il y a autant une expérience humaine, une expérience technique, une expérience politique, une expérience philosophique qu'on transmet là-dessus. Et ça permet de... Alors j'étais très heureux, par exemple, de Benjamin Loiseau qui avait sorti Crypto Dystopie une semaine juste avant. En décembre de l'année précédente, j'ai tombé sur une de ces dystopies qui était un père qui traversait une tempête de neige pour aller chercher une bûche de Noël, très ordinaire. Et il s'avère que cette bûche de Noël, elle avait un NFT à l'intérieur et la mère de famille collectionnait les NFT comme on collectionne les fèves de galettes des rois, tu vois. Et je trouvais ça merveilleux parce qu'en fait, des sentiments complètement humains, qui est de la collectionnite de trucs associés à des gâteaux, un truc très basique, en fait, que ça soit immatériel ou de la céramique, qu'est-ce qu'on a à faire? Les sentiments humains ne sont pas attachés au matériel, ils sont attachés à ce qu'on arrive à visualiser. Et en fait, ce qui est comme on a eu pour Internet, comme on a eu pour ce qu'on appelle le virtuel, quand on dit que Bitcoin est une monnaie virtuelle, non, c'est ancré, c'est ancré par de l'énergie, c'est ancré dans les bases de données, c'est pas vraiment virtuel, ça a plus de réalité que certaines choses qu'on peut à peu près toucher. Donc, il y a comme ça quelque chose qui fait que on s'associe émotionnellement de plus en plus à des choses qu'on ne touche pas. Et civilisationnellement, je pense que ça veut dire quelque chose. Mais c'est vrai que pour la peine, on a beaucoup parlé de crypto-monnaie, on a parlé un peu de blockchain dans les mécaniques, mais les autres aspects de la blockchain, les NFT, on l'évoque à un moment puisqu'elle achète un Bored Ape, ce qui n'est pas donné à tout le monde. À l'époque, ça pouvait. Oui, bien sûr. Et la DAO, c'est on aborde un peu la DAO, on aborde un peu la finance centralisée, un tout petit peu. Alors, après, c'est ça, c'est 120 pages. C'est ça. En fait, il y a aussi le fait que c'est la bonne longueur pour que tu puisses le lire d'une traite. Il était important qu'on puisse le lire d'une traite. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fois, quand on s'arrête à la limite d'un bouquin, on ne veut pas le continuer. Donc, c'était vraiment important qu'on lise d'une traite. Et tu ne peux pas tout mettre. Clairement, tu peux pas tout mettre. Et dès qu'on rentre sur de la finance, déjà en plus, faire un stablecoin algorithmique comme Terra Luna, c'est une certaine forme de finance centralisée déjà, avec des guillemets bien sûr. Donc c'est pas toujours évident. Et je voulais vraiment faire en sorte qu'on ait une espèce de mezzé où tu puisses goûter chacun des aspects de ce monde-là, que tu puisses te concentrer sur l'humain. On parle quand même pas mal plus de Bitcoin et d'Ethereum parce que pour moi, c'est vraiment les sujets centraux. Et après, si d'aventure on se lance sur un tome 2, peut-être qu'on abordera... C'est une question de 28. C'était une question. Voilà, Je l'avais notée, celle-là. Je sais pas. Oui, c'est ça. Tu me disais, tu connaîtras le volume de vente sur le premier mois, à la fin du mois. Donc, ça décidera. En l'occurrence, il n'y a pas que ça. Il y a ça, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que déjà, il faut que j'ai une histoire à raconter. Donc, il faut que j'ai une timeline intéressante à raconter. Donc, s'il n'y a pas un autre cycle palpitant où il y a des choses intéressantes qui se construisent et je me dis, il faut que je raconte l'histoire d'Alice ou éventuellement peut-être de quelqu'un d'autre qui vit ça, peut-être que ça peut être Alice. On perdra ce petit côté candeur parce qu'elle aura appris beaucoup de choses, mais ça sera tout plus intéressant. Et on pourra plonger dans un peu plus de détails, retour au pays des cryptos par Alice ou des choses comme ça. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a quelques amis à moi qui m'ont dit il faudrait qu'à chaque bull run, tu racontes l'histoire du bull run parce que au-delà du fait que c'est un outil d'éducation massive, en tout cas je l'écris comme ça avec un peu d'humour, c'est adorable aussi pour celles et ceux qui ont vécu ainsi. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils s'y retrouvent. Alice devient influenceuse pour la bonne et simple raison qu'elle sait dessiner, qu'elle sait bien expliquer, et que d'une certaine manière, tu vois, elle fait partie de ces gens-là qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de lire parce qu'elle est attachante. Mais en fait, beaucoup d'influenceurs ont lu la BD et ils ont dit, mais il y en a quelques-uns qui m'ont dit, c'est un peu flatteur, ils avaient du froid, la chair de poule. La chair de poule. Parce qu'ils revivaient ce qu'ils avaient. Ils avaient de la chair de poule. Ils disent, mais mon sang, mais il y a ça. À un moment donné, Alice perd sa fracide et il dit, moi, ça m'est arrivé, j'ai vomi et tout. Enfin, il y a vraiment quelque chose, en fait, c'est vraiment avoir perçu. Alors, il s'avère que les 3/4 des choses qu'a vécu Alice, je ne les ai pas vécues. Mais on me les a tellement racontées que j'ai réussi à en avoir une image cristalline. Et c'est ça, en fait, qui est réellement intéressant, c'est que ça devient, par l'intermédiaire d'Alice, une partie de notre histoire. Et ça, on n'en a pas beaucoup de choses qui racontent notre histoire, finalement. Et
C'est un peu triste. Oui, c'est un objet qui manquait. Tu m'avais parlé de Ah oui, Objectif Thune que j'ai pas acheté, que j'ai pas lu Alors, malheureusement. il Mais y avait il n'y a pas grand-chose. Hein. la communauté l'a beaucoup reçu. En tout cas, tous ceux qui l'ont beaucoup reçu, tout comme le Benjamin Loiseau, comme d'autres objets, parce qu'en fait, on a besoin de ça. C'est des témoignages, On a besoin de ça. Qu'on le veuille ou non, sans que ça rentre sur un véritable sujet de débat, on est une forme de minorité culturelle. Et d'une certaine manière, on n'a pas d'objets culturels sur lesquels s'attacher. Et ce qui, moi, j'ai adoré, c'est pour ça que j'ai commencé à faire le hashtag cryptoculture, c'est que j'ai une quantité affolante, agréablement affolante, c'est peut-être pas le terme affolant, mais surprenante, de personnes qui m'ont contacté en me disant « Ah, mais moi, je suis en train de composer une musique. Ah, moi, je suis en train de… » Et en fait, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui se cristallise. Oui, il y a une ébullition, il y a des choses qui se Ça veut dire qu'il voilà, y a la fin du film du Bull Run, il y a un moment de calme, et j'ai pas été le seul, et clairement pas le dernier à mon sens, à me dire il faut que je pose ça sur papier, ou il faut que je pose ça sur une partition. Enfin, il y a un truc qui doit rester de cette histoire-là. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que ça, on l'avait pas avant. Mais cette BD, est-ce que seulement des médias Web3, ou tu vois, qui ont un intérêt, un goût pour ces choses-là, est-ce qu'il n'y a que ces médias qui s'en emparent? Tu as été approché ou tu as été critiqué par figure, chroniqués, il y a des, alors il y a des médias mainstream qui ont fait le retour de la BD très rapidement. Tu vois, dans la page d'édition, on a eu l'Observateur, on a eu les Échos qui ont déjà parlé de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vraiment… Il y a un investisseur, voilà. Les Échos, ils ont un regard là-dessus. Voilà. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est d'une certaine manière, on a… si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé, si on veut vraiment pouvoir faire une analyse de ce qui s'est passé, qui ne soit pas une analyse spectaculaire, mais qui soit une analyse posée de comprendre ce qui s'est réellement déroulé, effectivement, ça peut intéresser tout le monde. Après, est-ce que ça intéresse tout le monde de faire un bilan de ce qui s'est passé? Ça, c'est une autre question. Et moi, je me suis demandé aussi en le lisant, à quel moment Alira vient, tu vois, là-dessus. Je me suis dit, tiens, c'est étrange que Alira même soit pas, tu vois, sur la couverture, en disant, tu vois, ou qu'il n'y ait pas une édition spéciale Alira en mode, pour chaque apprenant qui rentre, vous l'avez en version, tu as le NFT, enfin, tu as le PDF accompagné de son NFT. Ouais, alors, il y a quelque chose de particulier pour les Aliriens, mais il n'y a que les Aliriens qui sont au courant. Parce que ça fait un bon support d'introduction, mais pas forcément, parce que j'imagine que les gens qui s'inscrivent à Alira, ils ont déjà les bases qui sont véhiculées dans le… Pas tant que ça. Ouais. Mais c'est vrai que pour papa, maman, ou qui peut-être aide pour payer l'école, ça peut être pratique. Ouais. Alors déjà un premier point, au final, si je creuse un peu en moi-même, c'est pour mes apprenants que j'ai fait cette bande dessinée, au final. Réfléchir bien. C'est-à-dire que et il y en a naturellement beaucoup qui se l'ont procuré et qui m'ont dit merci parce que voilà. Alors, il y avait à un moment donné, on avait fait un tweet, j'avais failli mettre hashtag j'ai évité un divorce, des choses comme ça. C'est-à-dire que voilà, ma compagne ou mon compagnon ne comprenait pas, je lui ai fait lire le truc et maintenant on discute. Tu vois, donc c'est des choses très simples. C'est-à-dire qu'on a, la personne a vu Top Gun et se dit ah d'accord, mais dans les décollages, comment ça se passe? Tu vois, voilà, c'est fini. C'est-à-dire que l'ignorance est le pire carburant à peur de l'humanité. La répétition, surtout négative, a un effet désastreux. Il suffit que n'importe quel média répète telle chose négativement plusieurs fois par semaine, tout le monde se met à le croire. Oui, bien sûr, il y a un biais de répétition. Voilà, il y a le biais de répétition. Et donc, et les gens se disent, si on dit que c'est mal toutes les semaines, c'est que c'est mal. Et on ne réfléchit pas plus loin que ça. Parce qu'on n'a pas le temps de le réfléchir, tout simplement. Et en fait, les gens qui se plongent sur ce sujet-là, à un moment donné, ils se disent, non, il y a un problème, un truc qui ne va pas. Parce que moi, je trouve que c'est intéressant, les gens parlent aux autres, il y a un blocage. Et donc, c'est ça, pour moi, qui est intéressant, c'est déjà, pour mes apprenants, pour d'ailleurs tous les apprenants de France, tous les apprenants francophones, qui d'une certaine manière, qui font le courage de faire un virage professionnel, de s'intéresser à ça, pour leurs proches, déjà, c'est bien. Donc déjà, si d'une certaine manière, je permets de… C'est un facilitateur. Voilà, si j'évite les engueulades au repas de Noël, je serai très heureux. Au-delà de cela, il y a aussi un point qui, pour moi, est essentiel. Aujourd'hui, on a la chance de vivre en démocratie. On va donc devoir faire des choix par des votes, faire des choix par des élus, faire des choix par beaucoup de choses. Et on commence peu à peu à avoir des décisions qui vont avoir un véritable impact pour les 5, 10, 20 prochaines
Euh, la France est un pays très particulier. J'ai une étude de Bimstamp que j'ai mis en conférence qui montre en fait qu'il y a 3 populations en Europe et au monde. Il y a les pays qui ont une monnaie malade ou des raisons d'avoir un peu peur des crises monétaires. Donc, tu as des pays qui ont des grandes inflations ou des bien choses sûr. comme ça. Donc, on a toutes ces mêmes en tête. Qui effectivement trouvent que la crypto c'est intéressant. Parce que bon, voilà, parfois ils n'ont pas le choix que de ça. Tu as après tous les pays, on va dire, pas, Développement accéléré. voilà, développement, voilà, les États-Unis, enfin, les pays européens, enfin, voilà, d'autres Plutôt les pays pays installés, quoi, les voilà, pays des pays, industriels. on va dire des pays qui n'ont pas une monnaie malade, pour faire simple. Des pays qui n'ont pas une monnaie malade et qui, pour le coup, très souvent, ont un certain niveau de développement plutôt enviable pour la majorité de la planète. Et puis après, il y a la France et le Japon. Le Japon a un traumatisme par rapport au Bitcoin qui est très particulier dans leur histoire, donc on va le mettre un tout petit peu de côté. Mais il y a la France, pour une raison que je ne comprends pas. Statistiquement, un Français a moins de chances d'aimer la crypto qu'un Hollandais, qu'un Allemand, qu'un Italien, qu'un Espagnol. Voilà, c'est comme ça. Alors, je ne pars pas du principe, parce que je connais tous ces pays-là, un Français n'est pas plus intelligent ni plus bête qu'un autre. Ça veut dire que le problème est culturel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la culture française qui fait qu'on est moins perméable, moins réceptif à ce genre de choses. Moi, je me souviens, quand je discute avec des Hollandais ou des Anglais, ils me disent « Ah, Ethereum, c'est bien, mais qu'est-ce que tu penses d'Avalon ?» Et ce n'est pas une discussion que tu aurais. Mais ce n'est pas du tout des informaticiens, ce sont des gens totalement… ça infuse beaucoup moins dans la société qu'ailleurs, par exemple. Tu vas à Amsterdam, tu as beaucoup de magasins qui acceptent le Bitcoin. Tu vas en Londres et aussi. Pareil en Italie. En Italie, il y a beaucoup d'endroits où tu peux payer en crypto. En France, c'est un peu tabou. C'est limite original. Donc, il y a quelque chose en fait. C'est pas institutionnel. Tu dis que c'est globalement même la société civile est plutôt peu perméable. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a plein de rapports. Déjà, en fait, en France, l'argent est tabou. Beaucoup plus tabou qu'ailleurs. Tu vas beaucoup moins parler de ton salaire en France que dans d'autres pays. Ça, c'est assez particulier. Tu as aussi le fait que spéculation, c'est un gros mot. Quand on va dans la racine de la spéculation, quand tu achètes une maison et même quand bien même tu vas y crever, tu vas y vivre jusqu'à y mourir. Hein. Tu fais le pari qu'elle va prendre de la valeur. Au moins, quand tu la lègues, au moins pas en perdre. Quand tu la lègues, même que. Tu vois, au moins pas en perdre. Donc il y a quelque chose dans le fait que à chaque fois qu'on met de l'argent dans quelque chose, quand bien même ça soit pour l'usage, tu veux pas que ça perde de la valeur et tu serais bien content que ça en gagne. Et il n'est pas malhonnête ou honteux de se dire la maison, ils ont construit un métro pas loin de mon appartement, il a pris de la valeur. C'est pas honteux, c'est pas mal, voilà ça. Donc en fait, il y a cet aspect-là en fait qui est un tout petit peu particulier, qui est alors pas qu'en France, mais qui est quand même assez particulier en France. Et donc pour le coup, en fait, ça ne crée pas un terreau favorable pour les cryptos, Bitcoin en général. Tu vois, il y a quelque chose comme ça un peu particulier. Et puis il y a aussi une certaine culture de la centralisation. Il y a Paris, et puis le reste, on s'en fout. Alors qu'en fait, en Italie, c'est plutôt plein de royaumes qu'on a rassemblés ensemble. En Allemagne, c'est plein de royaumes qu'on a rassemblés ensemble. En Espagne, il y a des communautés autonomes. On n'a pas les mêmes lois d'une région à une autre. On n'a pas les mêmes langues d'une région à une autre. L'Angleterre, c'est particulier. C'est aussi un ensemble de royaumes. Les Hollandais, la terre entière leur appartient dans leur tête. Ouais, je vois un peu le. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça qui fait que. Il y a le particularisme français. Il y a quelque chose de culturel français. Néanmoins, j'ai une intime conviction que si à un moment donné, la glace est brisée, il y a quelque chose chez le Français. Oui, c'est un jalon que tu as envie de poser là. Ah ouais, voilà. Mais une fois que mais il pourrait être encore plus défendeur de ça qu'un autre au final. Tu vois ce que je veux dire ? Une fois qu'il est convaincu. Une fois qu'il est convaincu, il est encore plus passionné que les autres. Donc il y a quand même ça. Et d'une certaine manière, que ça soit ça, que ça soit plein d'autres sujets, s'offrir les lunettes de l'ignorance, c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Il y a Nesty, en dehors de poser une question, je crois, avec Skio, sur où acheter ton livre. Est-ce qu'il y a une plateforme de ton choix que tu préfères ? Les libraires de Citre, ce genre de choses. Oui, les libraires. Alors, naturellement, la solution la plus simple, c'est les grandes plateformes de vente. Je ne vais pas les citer ici, mais bon, chacun les reconnaîtra. Après, effectivement, votre livreur de quartier. Déjà parce que ça se trouve, il ne l'a pas, et donc vous pouvez le gronder gentiment. En disant, mais attendez, vous n'avez pas envie d'illuminer les gens et tout ça. Mettez-moi dans la merde, les autres. Et donc, en l'occurrence, voilà. Donc, ça, c'est déjà parce que ce n'est pas une vie qui est simple. Ouais. Il s'avère que j'ai commencé à connaître quelques libraires, parce que forcément, je commence à
Je suis devenu auteur, comme tu le sais. Donc, ça On veut peut le dire. trouver en librairie bande Tu dessinée? peux le trouver dans les librairies, oui. Tu peux le trouver en librairie. Mais je veux dire, Euh, en librairie, tu as des. Tu vois, ce que je veux dire, est-ce que tu- dans ils, une ils librairie pe- spécialisée bande dessinée, ils on peuvent peut le trouver ton commander. Ils bouquin? peuvent le commander. Il Ok. n'y a pas de problème, ils peuvent le commander. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont commandé. Tu as Cultura aussi, où tu peux te le procurer aussi. Donc, c'est pas difficile d'accès. Et globalement, parce qu'on est quand même, pour pas mal de la population, des gens qui restent souvent sur leur PC, voilà, il y a la majorité des plateformes de Et vente. Elven redirige vers le site de l'éditeur, Édition du Faubourg. Et naturellement. Voilà. Alors, tout à fait. C'est Toujours dans les bons coups. c'est Elven. toujours la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de passer par la maison d'édition. Déjà pour la bonne et simple raison qu'ils méritent clairement tout ce qui arrive. C'est un premier point. Et puis vous êtes sûr en tout cas de l'avoir. Ça aussi, Très c'est bien. sûr. Je vois que BitLoyd, qu'on est ravi de revoir ce soir, voilà, posez un peu la question où peut-on se la procurer, etc. Donc, bref, je crois que tu as bien répondu à cette question. Je crois justement que Nesty, juste avant, nous disait que c'est une statistique maison hein, qui nous sortait que 90% des Français n'étaient sans doute pas au courant du salaire de leurs parents, par exemple. Tu vois, pour corroborer peut-être Ce qui est, ton idée du tabou. Ce qui, ça, d'un point de vue, est un peu flippant. Je veux dire, moi, j'ai toujours connu ça de mon père, tu vois. Donc, il y a vraiment comme ça quelque chose de particulier. Tiens, je vais te donner un exemple. Quand mon père, quand j'étais très très jeune, mon père, il a acheté un ordinateur à une époque où ça coûtait une blinde et personne n'avait ça dans le quartier. Et pour le coup, il me fait découvrir ça. Je trouve ça passionnant, assez intéressant, très enthousiaste, mon père, vis-à-vis de ça. Il le reste encore, il adore. Il a sa ledger, il a ses cryptos, il est passionné de ça. Et en l'occurrence, j'en parle rapidement à mes collègues de collège, de lycée. Quand Internet arrive, je leur dis il faut avoir Internet et tout, je leur en parle. Et mon père, il a des parents de mes amis au téléphone, il passe le téléphone, il me dit je crois qu'il y a un problème. Et j'avais une mère qui me disait je veux pas que tu parles d'Internet à mon fils. C'est dangereux, on n'aura jamais ça à la maison. Et tu vois, je me dis, à une époque, il y avait les Minitel. C'est-à-dire que tu avais déjà un truc pour te connecter. Et d'une certaine manière, c'est pas quelque chose qu'avaient les Allemands. Le Casco Computer Club, il y a une vraie culture geek informatique en Allemagne, en Angleterre, qui est beaucoup moins en France parce que ce truc-là a pris un peu de retard à cause de ça. Bah, je retrouve en fait ces mêmes. Enfin, tu vois, ils disent Oui, comment. ces freins, ces barrières. Ouais. On n'aura jamais ça à la maison. Ça fait longtemps que je l'ai écouté et maintenant tout le monde a ça dans sa poche et ça ne pose aucun problème. Alors on pose des questions. Est-ce que pour le coup les enfants sont moins attentifs? Est-ce que c'est bien d'être toujours devant un écran? Est-ce que les fake news ne seraient pas propagées moins vite s'il n'y aurait pas ces choses-là? On peut se poser ces questions-là. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, il n'y a personne qui dit putain à la maison. Il y a un peu plus d'ouverture. Voilà. Bien sûr. Question ouverture, parce que je pense qu'on est déjà pas mal hein, au niveau du temps. J'ai pas du tout. Oui, c'est ça. Je crois qu'on est, on est en train de dépasser. Me fait signe. Hélène, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que tu fais des dédicaces en ce moment. La question que je pose traditionnellement en fin d'émission, c'est quel rendez-vous tu donnes à la Commu 20 minutes et aux gens qui vont te regarder peut-être en replay dans les prochains jours? Alors, on a déjà fait 2 séances de dédicaces. La prochaine, on la fera aux alentours de décembre, début décembre. Donc, le cadeau de Noël pour. Voilà. Alors, tout ceci est planifié à l'avance. Blague à part, c'est pour moi un très beau cadeau de Noël. Dès que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est un tout petit peu crypto-curieux ou où vous voulez aider à convaincre un peu, c'est vraiment un marchepied vraiment agréable là-dessus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut me retrouver quasiment tous les jeudis lors des chroniques d'Alira, où on aborde des sujets. Les chroniques, elles sont diffusées? Elles sont diffusées sur Twitch aussi. Donc, si vous suivez la page d'Alira, c'est toujours annoncé 2-3 jours avant pour que les sujets soient bien en tête. Et c'est à 1 heure, enfin voilà, la veille, 1 heure avant et tout ça. On peut me retrouver chez Alira, parce qu'il s'avère que je suis directeur pédagogique. Et donc, si vous faites une formation là-bas, vous devrez me supporter plusieurs fois par semaine. On va avoir un code de réduction 70%, nous a annoncé Daniel. Donc, voilà, il faut bien rester jusqu'à la fin de la prochaine émission. Hein. Voilà, il y a différents parcours. Alors ça, c'est un point aussi, je voulais juste rapidement glisser l'information. Les 3/4 des gens qu'on forme chez Alira ne sont pas des profils techniques. Ça veut dire que tu as aussi des profils liés au marketing, liés à la compréhension, liés à la gestion de projet, liés au fait de vouloir comprendre. Il y a naturellement des formations techniques de développeurs, de smart contracts, de développeurs IA, mais la majorité des gens qu'on forme sont formés aussi par tous les autres métiers. C'est-à-dire, j'ai vraiment une vision très plurielle de la technique, des technologies blockchain. C'est un peu comme Internet. 90% des gens qui bossent pour Internet avec un grand I, c'est pour elles ne sont pas des développeurs. En fait, voilà. Et donc, effectivement, on a le plaisir depuis plusieurs années maintenant de faire ça chez Alira.
3 promotions par an, donc environ 100, 200, 300 personnes par session selon les phases de l'année et les phases de marché. Et On en vous connaît l'occurrence, bien, on a eu Jérémy déjà sur le oui, mais plateau. voilà, parce Et que c'est vrai qu'on commence à... à un moment donné, on commence à être comme le loup blanc. On fait partie des meubles de l'écosystème. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous motive au quotidien. C'est-à-dire que on vit pas de l'écosystème, on fait vivre l'écosystème. Parce que globalement, c'est ça qui va faire amener aussi les gens qui créeront des belles solutions demain. Il y a Bitload qui demande si le prochain épisode de la BD se fera sur les murs avec P-Boy. Carrément. Pas sûr. Pas sûr. C'est ambitieux là, hein, pas on est sûr, mais moins sur de la vulgarisation. Mais... Ouais, pas sûr, mais j'avais imaginé à un moment donné de ne pas en faire, enfin c'était dans ma tête, et pas en faire, tu sais, un roman illustré, mais d'en faire une vraie BD. C'est le gros truc un des peu à cases la de belge. BD. Ouais, le truc à la belge, bien 46 grand, comme un pages. Astérix, Ouais. tu vois. Mais en fait, ce format-là est très bien. Ce format-là, il est vraiment très bien parce que ça reste d'une certaine forme. C'est un hybride assez, pour lequel je me suis attaché. Au début, je n'aimais pas. Mais je me suis attaché parce que c'est un hybride entre le livre et la bande dessinée. Et étonnamment, il a le meilleur des deux mondes. Ça aurait peut-être été un gimmick superficiel, mais je me suis dit, tiens, tu sors un ouvrage autour de la blockchain. C'est étonnant que tu n'aies pas un jumeau numérique qui se balade avec un QR code quelque part. C'est peut-être avec ça, avec les marque-pages Non, mais globalement, le marque-page, il a deux intérêts. Déjà, c'est un marque-page. Donc, il y a un QR code sur le marque-page. Voilà, ne montre pas trop parce qu'après, ils vont te le piquer. Pardon, c'est vrai. Chaque QR code est unique. Et en fait, c'est l'idée que j'ai eue avec Lucas Vera, argentin d'origine, qui est à la tête de Pop Studio, qui est une solution en fait de NFT. On va dire que c'est des marque-pages de mémoire. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas à ETHCC, quand tu vas dans n'importe quelle conférence, au niveau des stands, assez souvent, ils te proposent un pop. Et en gros, c'est un petit NFT que tu gardes en souvenir en disant « j'ai rencontré tel protocole à ETHCC ». Et puis à un moment donné, beaucoup de personnes, moi le premier, on a commencé à en faire d'autres cartes de visite. C'est-à-dire que j'avais ma carte de visite avec toutes mes infos parce que j'en avais marre de me dire où est-ce que je peux croiser les gens, comment me contacter. Je dis, bah tiens, je t'offre un pop, ça fait un beau petit souvenir. Et comme ça, tu as toutes les infos et tu me contactes quand tu veux. Pas mal. Donc pour moi, la carte, enfin, le NFT, j'en parle pas beaucoup dans la BD, mais j'ai quand même une vision très particulière par rapport au NFT, c'est que c'est du papier numérique. C'est-à-dire tout ce qu'on pouvait faire sur papier, on peut le faire sur NFT. Et l'avantage, c'est qu'on ne le perd pas. L'avantage, c'est que c'est très bien correctement archivé. Et l'avantage, c'est que d'une certaine manière, on obtient une propriété numérique que le papier n'a pas. Et en fait... Moi, je sens que ce sera le sujet du tome 2. Je pense que ouais, ça peut faire partie des ouvertures. Et en fait, on visualise mal ce qu'on ne touche pas et ce qu'on ne possède pas. C'était Benoît Huguet qui disait ça avec beaucoup de tendresse. Il dit, si tu veux que quelqu'un s'intéresse à Bitcoin, tu n'as que lui en donner un peu. Tu lui donnes un peu de Satoshi, t'inquiète pas, il va s'intéresser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui fait que quand ça rentre dans ton quotidien, c'est pas le fantasme d'un journaliste à la mode. Tu vois, ça devient vraiment ton objet. Et pour le coup, dans les séances dédicaces, alors au début, on voulait qu'il y ait un NFT qui soit offert avec chaque exemplaire d'Encyclopédie des cryptos. C'était pas évident. Mais on s'est dit, pour celles et ceux qui viennent en dédicace, vous avez votre marque-page, dans votre marque-page, vous avez un QR code et vous avez un NFT gratuit avec. Alors déjà, quand tu dis NFT gratuit, les gens disent, ah bon, il y a un NFT gratuit, vous le scannez, ils l'ont. Puis c'est pour celles et ceux qui auront la chance. Alors ceux qui on va dédicacer, on en aura un chacun. Et en l'occurrence, voilà, c'est une des planches, en fait, c'est une des images d'Alice qui n'a pas été retenue, qu'on n'a pas retenue dans la... Donc en fait, c'était la première couverture, j'avais trouvé bien. Mais finalement, celle-là, on l'a trouvée mieux. Mais j'étais toujours resté un peu nostalgique, tu vois. C'est un peu comme une photo d'écho quand tu attends un enfant. Tu vois, c'est la première fois que je vois la couverture de la BD et j'ai jamais réussi à m'en défaire. Ouais. Et pour le coup, je me suis dit, on va faut que je lui donne une petite une éternité un peu. C'est ça. Exactement. Il faut que je lui donne une forme d'éternité. Et on décide d'utiliser cette image-là pour en faire un pop, donc forme circulaire, forcément, c'est un peu le format qui veut ça. Et pour le coup, toutes celles personnes qui venaient à la séance dédicace, je leur faisais découvrir un NFT. Et en fait, il y en a plein qui m'ont envoyé un petit message. Je disais, voilà, j'avais pas de wallet, j'ai mis mon adresse mail. Donc, pour le coup, j'avais mon pop. Je me suis renseigné, je regardais ça. Du coup, je me suis installé un wallet pour l'avoir vraiment. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'argent, on n'est pas en train de parler de la liberté, on n'est pas en train de parler de vie privée. De propriété. On est en train de parler de collectionner un sacré objet, un petit objet numérique, tu vois. Et le fait de les collectionner, que ce soit ça ou des Pokémon, au final, ça revient au même, ça fait plaisir aux gens. Et ça fait un petit quelque chose qu'on a, on montre à nos amis, on est content.
Et après tout, ça fait de mal à personne. Et c'est peut-être une bonne manière aussi de faire découvrir les choses aux gens. Eh ben, je trouve que tu me donnes la conclusion idéale, hein. Ah, d'accord, On bah a voilà. parlé d'éternité, on a parlé de NFT, peut-être du sujet du tome 2, je te le souhaite, hein. Voilà. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous, alors pas dans une éternité, dans 7 jours très exactement, mardi prochain, 18h30, pour une nouvelle émission de 20 minutes au carré. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée.